La parole est maintenant à Madame Dominique Orliac du groupe radical républicain démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés. La proposition que nous allons examiner a pour objet de moderniser le Code minier en intégrant notamment les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement de 2004. Mais elle a aussi, on le sait, une longue histoire qui est vraiment éclairante pour nos débats, puisque la législation minière a été établie en 1810 et elle n'a guère été renouvelée ou adaptée par la suite. Pourtant, les enjeux économiques et écologiques de l'époque étaient bien différents des enjeux qui s'imposent aujourd'hui. La loi de 1810 est un droit qui vient apporter un équilibre en conciliant les intérêts de l'État, des exploitants et des propriétaires pour produire des richesses, mais les exigences écologiques en sont absentes à cette époque. La codification de 1956 et les évolutions marginales ensuite n'ont pas vraiment donné lieu à des avancées écologiques significatives. Alors, comme il n'existe pas et qu'il n'existera jamais de mine propre, ne créant aucun préjudice, une réforme du Code minier était nécessaire. Et cette réforme débute en 2009 par le vote d'une habilitation donnée au gouvernement. D'une simple renumérotation prévue, les enjeux sont devenus plus problématiques avec les tentatives des industriels pour exploiter les gaz de schiste. Les premières manifestations de lutte contre le gaz de schiste se déroulent en 2010. Les controverses entre les industriels d'un côté, les habitants et bien sûr les élus de l'autre. Nous avons tous en tête les exemples déplorables des explorations aux États-Unis. Les multinationales cassent la roche, extraient les ressources sans aucun respect des territoires, des riverains, de la nature. Et les rapports d'experts ne laissent aucun doute sur les dangers sanitaires et environnementaux, les risques pour la population. Et dans un département rural comme le mien, le Lot, ils sont insupportables pour les habitants, dont la ressource la plus précieuse et la qualité d'une vie à proximité d'une nature respectée, protégée. En 2010, des collectifs locaux très actifs se sont créés en France après des révélations par les médias de projets d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels et de délivrance de permis exclusifs de recherche. J'ai personnellement participé à des réunions de ces collectifs, je comprends parfaitement et je partage pleinement leurs inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Mais comment est-il possible que ces permis soient délivrés sans aucune information, ni des élus, ni des citoyens? Alors, dans cette proposition de loi, il y a plusieurs dispositions pour améliorer la démocratie écologique. L'examen en commission fut à ce sujet très satisfaisant, mais exigeons l'instauration d'une véritable participation du public en amont de tout processus décisionnel et que la décision ultime revienne aux populations concernées. Au cours des débats sur le texte de 2011, nous étions nombreux à prédire que la seule interdiction d'une technique, la fracturation hydraulique, n'était vraiment pas du tout à la hauteur des enjeux. Et avec plusieurs députés, j'avais dénoncé les ambivalences lors des débats, j'avais expliqué que les conditions d'abrogation des permis permettraient des contournements. Il aura de nouveau fallu une mobilisation des collectifs et des élus, avec le relais de leurs députés à Paris, pour que ces permis soient à nouveau annulés. Depuis 2012, nous sommes dans l'attente d'une réforme pour encadrer davantage le droit minier. Nous y sommes aujourd'hui et nous reconnaissons que la proposition de loi comble en partie des lacunes de la loi de 2011. Et à ce titre, je veux à mon tour saluer la détermination de Jean-Paul Chanteguet et le remercier chaleureusement pour le travail qui a été effectué. Les articles 2 à 6 de la proposition améliorent le droit sur 5 thèmes: la procédure de délivrance des titres miniers et l'évaluation environnementale des demandes, l'information, la participation du public, la création d'un espace de débat national, la sécurisation des procédures et la rénovation des dispositifs relatifs à l'après-mine. L'examen en commission a enrichi le texte et encadre plus fortement les gaz de schiste. Des amendements ont été déposés pour revenir sur des restrictions et vous pourrez compter sur notre détermination pour les combattre. Et vous pourrez aussi compter sur notre détermination pour que nos débats aboutissent à une interdiction totale de l'exploitation de toutes les ressources fossiles provoquant des préjudices écologiques. Pour la génération du Grenelle de l'environnement, après les progrès de la loi sur la transition énergétique, la loi pour la préservation de la biodiversité et la réussite de la COP21, il est impensable de ne pas privilégier les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'économie circulaire. Et ce seront les sources d'énergie de nos enfants, nos petits-enfants,
la garantie de notre indépendance énergétique pour l'avenir, qui passera nécessairement par toutes ces solutions locales et douces, et ceci doit être une priorité. Dans cette perspective, nous attendons de nos débats la réaffirmation claire de la volonté d'aboutir à un modèle énergétique post-carbone par la sortie des énergies fossiles et l'interdiction totale de toute forme d'exploration ou d'exploitation de tous les hydrocarbures non conventionnels, y compris des gaz de schiste. Alors, monsieur le rapporteur, je suis du Lot et je vous dirais que vous avez marqué un essai en commission et nous comptons sur votre habileté pour le transformer en séance. Et je vous remercie. Merci, Madame Orliac. La parole est maintenant à Monsieur Gabriel.